là, je vais commencer par une phrase de vous que j'ai tirée de la chair du temps. J'aime beaucoup parler de mes livres, j'aime les dialogues avec les lecteurs, les explications, les nuances, et finalement, je me tire assez bien des questions les plus bizarres. Alors me voilà totalement rassurée, et on peut commencer. Nuit intérieure est le récit d'un homme d'une cinquantaine d'années. Il aime une femme depuis longtemps, 12 ans, je crois. Il l'admire, il reste indéfectiblement attaché, mais il ne la désire plus. En revanche, il va désirer, aimer follement une autre femme, Éléonore. Cette maîtresse, il la rencontre à la danse, car tous les deux prennent des cours de tango. Et la danse devient très vite, dans votre livre, une métaphore de l'union charnelle. En même temps, un pacte libertin est scellé entre eux. Ils seront libres, ils vivront pour le plaisir, la grâce des corps, la vérité des corps. Mais contre toute attente, votre narrateur se rend compte qu'il est jaloux, que le pacte ne fonctionne pas si bien que cela, jaloux du désir de sa maîtresse, car elle désire en dehors de lui, à l'évidence. Il comprend que les choses ne sont pas si simples, que ce pacte est peut-être un leurre, et ainsi chaque page de votre livre dissèque le sentiment amoureux, ses contradictions, ses aberrations parfois, avec poésie, ironie, réalisme cru. Et quand on referme votre roman, la question de savoir ce qu'est l'amour nous paraît tout bonnement vertigineuse. Donc on peut peut-être entendre le début de votre livre. D'accord, je vais lire donc, les premières pages, les 2 premières pages, juste pour présenter ce narrateur, puisque c'est lui qui a la parole du début à la fin du livre, et puis après, si vous voulez, on reviendra peut-être sur ce que vous avez dit. Je vivais depuis 10 ans avec une femme remarquable, l'une. On me permettra, pour ne blesser personne, de ne pas livrer les noms véritables. Mais celui-ci l'est presque, puisque, dans le secret de notre intimité, je la nommais ainsi, la perfection de notre entente m'ayant semblé devoir clore la longue théorie de mes amoureuses. En l'une se subsumaient toutes celles qui l'avaient précédée. Ma jeunesse avait été joyeuse, comme souvent elle l'a été pour une grande partie d'entre nous qui venons d'un temps d'émancipation où tous les possibles du cœur et d'éros ont commencé à s'ouvrir. Même si parfois la névrose ou un résidu de moralisme contrarie encore les effets de cette promotion du désir, un grand vent de liberté s'est levé sur nos mœurs depuis les dernières décennies du siècle XXe. Ainsi, j'avais été amoureux, j'avais fait l'amour, j'avais même 2 fois goûté aux hommes pour ne pas mourir idiot, et j'avais conclu en faveur des femmes. J'avais souffert et j'avais joui, j'avais été léger et je m'étais engagé. Je crois que j'étais un individu à peu près aussi épanoui qu'on peut l'être au début du XXIe siècle. On m'a souvent dit ardent, j'aime l'amour, j'aime les femmes. À cela, rien d'étonnant. Outre qu'elles me paraissent infiniment aimables et proches, le goût d'elle me vient de l'enfance. Mon père en était amateur passionné. Or, au fil des ans, j'ai dû admettre que, sur certains points, je lui ressemblais plus que je ne l'avais d'abord cru et voulu. Merci Belinda. Alors la voix qu'on vient d'entendre est celle d'un homme. L'histoire nous est racontée par un homme. Alors je voudrais vous demander quel était l'avantage pour vous d'être un narrateur masculin en termes de création littéraire? Oui, c'est ça la bonne question. C'est ça la bonne question qu'on me pose souvent. Elle n'est pas bizarre sa question, vous êtes d'accord? Bravo. On me la pose souvent parce que j'ai souvent adopté un point de vue masculin dans mes récits, dans mes romans, ou même parfois dans mes essais, quand j'ai mis en scène des personnages, c'était souvent des voix masculines. Et alors ça paraît toujours un peu bizarre, puisqu'on s'attend à ce que les femmes parlent au féminin. Et pour le dire assez rapidement, vous savez, Simone de Beauvoir le disait déjà, le masculin est le neutre, le masculin, le genre. Le masculin représente l'universel, tandis qu'au féminin, on prête toujours quelque chose de plus. Une femme, c'est un homme plus quelque chose, plus des traits qui lui sont particuliers. Et que ce soit vrai ou faux, en tout cas c'est comme ça que c'est
que c'est perçu. Et du coup, un roman de femme écrit par une narratrice féminine sera perçu comme... Enfin, un roman écrit par une narratrice féminine sera perçu comme un roman de femme. Et alors, je n'écris pas des romans de femmes, figurez-vous. J'écris des romans sur des sujets qui m'intéressent et qui sont la plupart du temps universels, ou à peu près. Donc, très souvent, j'ai recours au masculin pour arriver à cette neutralité, à ne pas lui donner... Je vous donne un exemple. J'ai écrit un roman qui s'intitulait L'homme qui jeûne, dans lequel je mets en scène un homme qui arrête de s'alimenter, donc pour dire non à la vie, au désir, etc. Je passe. Imaginez que j'ai écrit ce roman à la première personne, je ne me plus d'ailleurs, enfin en tout cas, le personnage principal c'est un homme. Si je l'avais écrit au féminin, vous imaginez comment on aurait lu le roman. Je l'aurais lu comme le roman d'une anorexique, d'une femme, elles ont des problèmes avec le poids, avec la nourriture, etc. Or moi je voulais parler de la question du désir et du non à la vie. J'étais obligée de prendre un homme pour neutraliser tous ces effets de féminité. Voilà, de surcroît, je ne crois pas vraiment à l'écriture féminine, ni à rien de tout cela. Donc, alors ici, évidemment, ce qui est un peu singulier, c'est que je parle d'amour. Pour une fois, je ne parle que de ça dans ce roman. Alors évidemment, je suis moi-même persuadée que dans l'amour, dans les choses de l'amour, les genres sont... C'est un des seuls endroits où justement le genre est dominant dans nos échanges. Et justement, cette histoire d'amour, est-ce qu'elle aurait été racontée autrement si elle l'avait été par un narrateur féminin? Oui. Parce qu'on aurait dit la pauvre, encore une qui se fait avoir, par exemple. Alors qu'ici, le fait que ce soit un homme, ça le met malgré tout, même s'il est très mal, très chahuté par ce qui lui arrive, il est chahuté en tant qu'être humain amoureux. Si j'avais mis en scène une femme, on aurait vraiment extrapolé beaucoup des rapports hommes-femmes, choses qui ne sont pas tout à fait fausses, je ne nie pas, mais ça aurait orienté la lecture ailleurs que sur quoi moi je voulais la faire porter. Et pourquoi n'est-il jamais nommé? On ne sait pas comment il s'appelle. Oui, mais ça ne m'a même pas traversé l'esprit, figurez-vous. Parce que comme c'est lui qui parle, comme c'est une Souvent, narration en première personne... Les éditeurs aiment bien, voilà, quand ils tapent sur les doigts de leurs auteurs, que les choses soient identifiables clairement. Je crois que c'est encore une bonne question. Vous êtes gentille. Parce que mon narrateur, par exemple, dans L'homme qui jeûne, puisque j'y pense, n'était pas non plus nommé. Alors les gens me faisaient remarquer qu'il n'y avait pas de nom. Mais quand on est dans une conscience, moi je me dis rarement que je m'appelle Belinda. Je me dis à la rigueur Cocotte, parfois Poulette, mais jamais Belinda. Je m'adresse à moi-même sans me nommer. Et puis je crois, bon, mais là où c'est une bonne question, c'est que je crois aussi que ça me permet de rester dans cet universel auquel je prétends m'intéresser. Hein, je le dépersonnalise aussi en lui enlevant un prénom. Universalité du propos, des genres, on est dans une forme de neutralité, et pourtant vous l'avez inscrit dans une certaine tranche d'âge. Pourquoi? C'est assez singulier de choisir cet âge-là. Est-ce que vous pouvez parler de l'âge de votre personnage? Oui, parce que je voulais le mettre à un moment de bascule de son existence, un moment où on a connu et éprouvé beaucoup de choses, et pas que ce soit un jeune homme qui découvre, mais que ce soit un homme mûr, sans être un vieillard, parce que sinon on aurait dit que je racontais l'histoire d'un vieux machin. Non, je voulais que ce soit un moment de maturité, et ça me paraissait un bon âge, la cinquantaine pour la maturité. Et puis c'était aussi quelqu'un qui a eu un infarctus, oui. qui a donc dont la vie a été mise un peu en danger. Puis qui est placé là face à la certitude de la finitude, voilà. À un moment donné. Il y a ce surcroît de vie qui lui tombe dessus à un moment donné, ce désir de vivre parce qu'il a eu peur. Tout à coup, il se rend compte que le temps est compté. Oui. Et donc, il y a urgence à vivre plus intensément. Hier encore, je disais, quelqu'un me demandait si j'avais des phrases fétiches, et je disais qu'une des phrases fétiches que j'ai, quelques-unes, comme on en a tous, c'était « Vis comme en mourant, tu voudrais avoir vécu ». Et pour se dire « Vis comme en mourant, tu voudrais avoir vécu », encore faut-il te souvenir qu'il y a cette finitude au bout. Il faut penser à la mort, il faut penser à la voir, la regarder comme le soleil en face. Hein, et La Rochefoucauld nous dit que c'est pas possible. Mais en tout cas, il faut en avoir cette conscience qui nous... Oui. Il y a une phrase que j'aime énormément dans votre roman. La jeunesse est de ne pas savoir ce qui va arriver. Est-ce que votre héros connaît la fin de son histoire? Est-ce qu'il l'intuitionne? Oui, justement. Il paraît que c'est Michaud qui a dit ça. Je n'ai jamais retrouvé la phrase.
Et Henri Michaud aurait dit ça. La jeunesse, c'est de ne pas savoir ce qui va arriver, et je trouve que c'est d'une justesse effroyable. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un moment dans l'existence où on a l'impression qu'on sait ce qui peut arriver, non pas ce qui va arriver, parce que là on serait devin, mais ce qui peut arriver. Et bien sûr, du coup, ce qu'on attend de la vie et comment on la vit, ça va être quand même influencé par ce savoir. Et ce qu'on va attendre de la vie aussi va être influencé par cela. On n'est plus dans l'état d'émerveillement permanent, on n'est plus dans un monde enchanté où tout peut arriver. On sait à peu près les chemins. Alors cette acuité de l'esprit, cette intelligence dans le savoir du narrateur, cette fascination qu'il a pour l'intelligence, il la transpose à travers le personnage d'une femme. Donc maintenant on va parler des personnages féminins de votre roman. En fait, il y en a deux. Il y a Lune, avec un U majuscule, elle n'est pas nommée, elle se prénomme en tout cas Lune, c'est la femme avec laquelle il vit depuis 12 ans. Il a pour elle une tendresse infinie, plus de désir, comme je vous l'ai dit il y a un instant, mais il admire son intelligence et il semblerait que cette femme annule totalement la phrase de Baudelaire. Vous savez, dans Mon cœur mis à nu, Baudelaire écrivait « Aimer une femme intelligente est un plaisir de pédéraste ». Eh bien, votre héros dit que Lune répète sans cesse que l'intelligence est érotique. Est-ce que l'intelligence est érotique pour vous, oui, d'ailleurs il faut que j'arrête de l'écrire parce que j'ai dû l'écrire à 5 reprises déjà, à différents endroits, oui, je crois très profondément. Et d'ailleurs je reviens en arrière, je ne crois pas à la littérature féminine, mais je crois quand même que lorsqu'on écrit, on dit des choses sur le féminin et le masculin notamment. Et j'espère que mes personnages de femmes, toujours dans ces romans où il y a des narrateurs ou des personnages de première personne, ou des personnages masculins, j'espère que la vision des femmes que j'essaye de restituer, c'est une vision d'aujourd'hui, c'est-à-dire de femmes émancipées, libres et intelligentes. Et contrairement à Baudelaire, dont bien sûr il ne s'est jamais marqué par un grand féminisme, d'ailleurs, je crois au contraire que l'intelligence, oui, est très érotique, et je crois que l'érotisme d'ailleurs se déploie avec et dans l'intelligence. Mentale et de la forêt de Brocéliande dans laquelle il retrouve cette femme. Alors parlez-nous d'Eros, incarné en Éléonore. Bricole, en 2 minutes c'est une question. C'est un des enjeux du livre pour moi. C'était, parmi tous ces gens, il y en a plusieurs, mais un de ces enjeux, c'était en effet de mettre en scène ces deux formes de l'amour que les Grecs ont appelées donc Eros et Philia, des trois, hein, il y a aussi Agapé, mais ici je peux parler d'Eros et de Philia. Et Philia donc désigne pour les Grecs un amour tranquille, un amour qui peut être d'ailleurs l'amour des parents pour les enfants, et qui peut être aussi l'amour des vieux couples, c'est-à-dire cette espèce de compagnonnage qui fait qu'on se connaît, qu'on s'aime, etc. Mais on n'est plus dans cette brûlure qui est celle, à l'inverse, d'Eros, dont tout le monde sait ce que c'est. Et j'ai une théorie que je résumerai vraiment en 3 mots, mais qui est qu'aujourd'hui, nous sommes à une période de transition dans laquelle on est pris entre 2 désirs contradictoires, si je puis dire, ou en tout cas difficiles à concilier, qui sont d'un côté le désir de Philia, construire un couple pour toujours, selon la tradition et selon les représentations qu'on a du couple depuis longtemps, depuis Tristan et Iseult, dont quand même, Tristan et Iseult, je suis obligée toujours de rappeler qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient besoin ils avaient eu un filtre magique qui les avait soudés et rien ne pouvait dessouder ce couple ensuite. Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont en effet et adultères et érotiques, et qu'ils sont pour toujours, pardon, c'est une chose un peu contradictoire dans ce qui nous en reste. En tout cas, donc il y a ce désir de compagnonnage à long terme qui est Philia, et dans lequel on est tous, de sorte que chaque fois qu'un couple se défait, les nôtres ou ceux de nos amis, nous sommes un peu consternés en ayant l'impression qu'il y a eu un échec. Et en même temps, nous sommes entrés depuis le XXe siècle avec la psychanalyse, avec l'émancipation des femmes, qui les a posées comme sujet de leur désir. On est entré dans un temps de promotion du désir érotique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous pouvez voir n'importe quel kiosque, un journaux, il y a des magazines féminins qui vous expliquent
comment restaurer le désir, comment maintenir le désir, comment raviver le désir. Et on ne conçoit nulle part qu'il puisse y avoir de couple qui tiennent sans le désir. Le désir est devenu un ingrédient capital de la formation du couple. Or, il n'y a pas d'enfants dans la salle, il n'y a pas de trop jeunes gens que je pourrais décevoir, mais comme on sait, le désir a tendance à s'effilocher avec le temps. Alors, comment... c'est vécu comme un vrai scandale par votre mais héros. comment faire tenir ces deux choses contradictoires qui sont le désir de philia et le désir d'éros? Et est-ce qu'un individu peut être à la fois Eros et Philia? Est-ce que c'est possible? Pendant un certain temps peut-être, oui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, mon personnage se trouve face à cette situation où il est dans cet amour qui est devenu Philia avec l'une, et il rencontre Elénore, lui qui est dans cette espèce d'inquiétude de la finitude maintenant. Il rencontre Elénore qui va raviver cet amour de l'amour qui était le sien et qu'il décrit dans la première page. Vous m'avez dit que vous ne compreniez absolument pas votre personnage d'Elénore. Comment, moi c'est la romancière là, qui vous pose cette question, comment est-ce possible d'écrire un livre où on place un personnage qu'on ne comprend pas? Par exemple, à un moment donné, elle lui dit qu'elle refuse de l'embrasser, elle refuse son baiser en dehors du lit. Voilà, elle ne veut pas, ça la crispe, et puis le baiser c'est un motif que vous connaissez bien, vous avez écrit un essai là-dessus, donc le baiser peut-être, donc voilà. Expliquez-nous cette incompréhension, et puis peut-être en focalisant votre... Oui, un autre objectif du livre, c'est l'objectif, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais une des autres choses que j'avais envie de raconter dans ce livre d'amour, donc outre cette problématique presque sociologique que je viens de décrire, il y avait aussi cette question de l'opacité des êtres. Je crois que chaque fois qu'on entre dans les questions amoureuses, on fait l'épreuve de l'opacité de l'autre. Souvent on l'a fait, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre, on ne sait pas ce qu'il pense, ce qu'il sent, ce qu'il veut. Et du coup, on est conduit par exemple à surinterpréter, ou à passer à côté d'ailleurs, ou à ne pas entendre. Mais on a toute une série d'attitudes, et là je vous renvoie à votre expérience propre, où on est vraiment face à une opacité. On l'est sans doute toujours dans cette opacité, face à tous les êtres. C'est la romancière qui s'adresse à l'autre romancière, vous le savez. Mais je crois que, oui, cette opacité, elle n'est pas propre à l'amour. Sauf que dans l'amour, il est crucial de savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Nous le désirons ardemment, alors que d'habitude, on se satisfait de croire et de penser qu'on a compris ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Dans l'amour, non. On veut savoir. C'est vraiment urgent. Éléonore mettait une nuit, je lui étais opaque. Et elle lui reproche d'être un poirier qui porte des pommes. Ça veut dire quoi? Bien justement, ce qu'elle lui reproche, c'est de ne pas être ce qu'il prétend être. Un poirier qui porte des pommes, tu dis que tu es un poirier, mais ce que je vois sur ton arbre, ce sont des pommes. Mais cette idée de l'opacité, oui, elle était très importante pour moi, d'abord parce que je crois que c'est le régime de l'amour, c'est ce que l'amour fait apparaître entre les êtres, leur opacité mutuelle. Et je dirais aussi, comme écrivain, ça m'intéressait de faire cela. C'est-à-dire de mettre en scène des personnages que je ne comprends pas. Et je ne comprends aucun des trois en réalité. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Mais je crois que c'est cette fonction que vous confiez à la fiction. Elle vous permet d'aller à la rencontre de l'altérité, hein, de l'autre qu'on ne comprend pas. Le monde est votre provocation à vous aussi, comme l'écrivait Bachar. C'est ça. Oui. Et peut-être pour creuser cette idée d'opacité, pourriez-vous lire un deuxième passage concernant le nu intérieur, puisqu'on arrive au centre là, pour comprendre qu'est-ce que veut dire ce magnifique titre, le nu intérieur, qu'est-ce que ça désigne? Donc c'est pas facile, parce qu'un autre désir en faisant ce livre, c'était d'arriver à décrire quelque chose, ce qui peut se passer précisément dans l'étreinte amoureuse entre deux êtres qui s'aiment, qui se désirent, et vers quoi ils peuvent tendre. Et je ne peux pas vous dire vers quoi ils peuvent tendre, parce que j'ai fait tout le livre pour essayer de parler de ça, et d'essayer de l'approcher d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai inventé, il se trouve qu'elle existe, mais je m'en suis aperçue après, cette expression de nu intérieur, pour essayer de dire ce qui peut se passer dans l'étreinte amoureuse. Et je ne vais pas vous en dire plus, mais il y a un passage au moins
où j'essaie d'approcher cela. C'est assez long. C'est bien, Ça fait rien. Non, c'est très bien. Ce sera le long passage de très ma bien. lecture. Très bien. Grâce à Éléonore, il me semble soudain vivre dans l'ouvert, cet état où tout circule entre les diverses strates de l'être, parce que l'amour, qu'on me permette ce raccourci, l'amour, comme la navette du tisserand, se glisse entre elles et les fait communiquer. En moi règne l'ouvert, mais aussi entre le monde et moi. Je marche dans la ville qu'illumine l'été indien, je me promène, et l'air doux paraît une émanation de mon esprit. Je m'accorde au paysage, les gens me sourient, sans doute parce qu'un sourire inconscient flotte sur mes lèvres. Le fleuve si beau me comble. Je respire plus large, la beauté du monde contribue à ma joie et l'augmente. Je sais que la beauté qui nous entoure ne suffit jamais à créer la joie. Les paysages se taisent quand le cœur est silencieux, et la merveille devinée repose en eux comme un coffret scellé. Mais dans l'ouvert, je suis en connivence avec certains couchants, incendiant le ciel entre les toits, avec des vols d'oiseaux, des lumières vespérales au flanc des immeubles, avec la majesté des grands arbres des boulevards et le scintillement des reflets sur l'eau. Je suis à présent devenu tout entier élan, vertical dynamique, chaque repli de mon être, non plus isolé, mais communiquant avec les autres. Au lieu de vivre par compartiments, je suis portée et comme élevée vers une autre, vers Éléonore. Au bout d'un mois, l'ouvert se transforme, s'intensifie, plus loin que la joie. Nous empruntons une voie qui conduit vers l'extrême du désir, difficile à raconter. J'essaie, pour autant qu'on puisse se souvenir de l'incandescence même. Chaque jour donc, je traverse 2 quartiers, je monte 4 étages et je retrouve sa splendeur, elle que je dénude et que j'écartèle, que je fais fondre et que je lèche, lui murmurant des mots brûlants pour qu'elle dépose sa majesté à mes pieds. De même, je m'incline devant elle, me rends au sol et me fais servant de son plaisir. Chaque jour, nous cheminons vers plus de crudité, gestes et mots, comme 2 danseurs indécents, irradiés et joyeux. Le corps d'Éléonore n'est pas seulement beau, mais habité avec élégance. Je sais que sa beauté n'a pas si grande importance, qu'elle a sa source dans mes yeux. Moins belle, elle m'aurait quand même captivée. D'une toute autre portée son élégance, ses vêtements raffinés comme sa parole, ses gestes, son allure. J'aime aussi que son port, la hauteur de sa taille et la longueur de son cou la fassent paraître plus grande qu'elle n'est. Lorsque nous nous jetons sur le lit avec cette démesure et cette obscénité qui nous ravissent, c'est son manteau d'élégance qui glisse jusqu'au sol. Haute bassesse du désir. Jusqu'où cette crudité ira-t-elle? Nous ne le savons pas. J'ai accédé, mais elle aussi, je crois, à un état d'être nouveau, une disposition soudaine, un mystère. Certes, j'ai connu le désir avant elle. Il a illuminé ma rencontre avec l'une. Mais il me semble que jamais je ne me suis enfoncée si loin dans l'extase. Extase, sortie de soi. Il se passe quelque chose, il se passe que je ne m'appartiens plus, que je suis l'amant d'Éléonore comme certains sont rois ou empereurs, et je ne voudrais d'autres royaumes dans le monde, d'autres plaisirs que ceux que me dispense son corps, sa bouche, ses gémissements, d'autres pensées que celles de la retrouver au plus nu. 4 étages donc. Elle a entendu mes pas dans le couloir et elle m'attend derrière la porte. Ne l'ouvre pas tout de suite. Écoute mon souffle, bruyant d'avoir si vite monté les escaliers. Je la sais à quelques centimètres, peut-être l'oreille collée au bois, proche et inaccessible. Elle pourrait ne pas ouvrir, mais elle ne le peut pas. Pourrait, mais ne peut. C'est ainsi pour moi aussi. Pendant de longues secondes, ce jeu indique que la porte pourrait rester close, le désir ne pas nous habiter, n'être pas. Ce suspens fait écrin au miracle à venir. Puis j'entends sa poignée sur la porte et la porte sur la. J'entends sa poignée et la porte pivote lentement sur ses gonds. Ensuite, j'ai d'elle 100 images qui tournent en une luxurieuse noria, fesses sur le bord du canapé rouge et jambes très écartées, mains posées derrière son dos pour résister à mes poussées, poitrine projetée en avant, regard provoquant, vas-y, prends-moi, et je prends sa splendeur, comme tout à l'heure on serre une œuvre éphémère.
Jamais comme avec elle, je n'ai éprouvé la justesse de l'expression désuète, l'œuvre de chair. Il y avait dans nos étreintes, dans leur aura d'excès, dans le désir insensé qui ne nous abandonnait plus, dans la jouissance torrentielle d'Élénore, il y avait la promesse d'un monde violent et inconnu, profond, vrai. Illimité, c'est peut-être le seul mot qui dise mon impression que notre désir ne pourrait que s'approfondir, se nuancer, s'inventer chaque fois plus brûlant. Je pourrais continuer à raconter les scènes ou les postures, mais parviendrai-je à dire ce que nous avions découvert, ou moi seul, du nu intérieur? Car ce vers quoi nous tendions dans nos étreintes, je le nomme ainsi, par ces mots qui indiquent la mesure d'une pièce d'un mur nu à l'autre, le nu intérieur, quand on se sent à la fois très fort et très faible, que tout l'être s'expose à travers l'abandon de son corps-esprit, que rien ne s'en réserve, que tout est offert dans l'ouvert. L'ouvert était-il l'amour? Au plus fort de l'étreinte, voix rauque ou douce, selon, elle murmurait quelquefois qu'elle m'aimait, et je le glissais aussi dans son oreille mignonne que je léchais. Était-ce vrai? C'était la seule manière de dire notre ravissement, de signifier la tempête et les délices que chacun faisait lever en l'autre. Et si ce n'était pas vrai, qu'était-ce donc que cette joie, cet appétit, ce rapt, cette existence concentrée dans les moments de nos rencontres, ce monde ramené à un être, qu'était-ce donc? Nous vous remercions, Belinda. Ce nu intérieur, est-ce qu'on peut lui trouver une définition simple? Parce que vous dites de lui qu'il est une sorte de récit articulé mais sans signification. Qu'est-ce que vous avez évoqué l'image de la pièce, et puis souvent revient l'adjectif ouvert aussi. L'ouvert était-il l'amour? J'étais dans l'ouvert, et cet ouvert me permet la joie, et ma joie était juste. Il a cette certitude, tout est fuyant, tout est opaque, on l'a vu tout à l'heure pour le cœur de l'autre, mais il y a quand même une certitude chez cet homme, c'est que sa joie est juste. Quand il est dans l'ouvert, je reprends vos mots, et quand il se couche avec elle dans le nu intérieur. Alors, votre philosophie, votre sensualisme, hein, parce qu'il y a une phénoménologie sensualiste dans ce livre, beaucoup de choses épiphaniques, touche comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous rendre plus familiers encore de votre poésie? Je ne peux pas vous répondre plus, puisque, encore une fois, avec 120 pages, j'ai essayé d'approcher le nu intérieur, mais en tout cas, c'est vrai qu'un mot qui revient souvent, quelqu'un me l'a fait remarquer, mon éditeur me l'a fait remarquer dans les livres, c'est exactitude. Oui. Et c'est un mot qui peut paraître étrange, et moi-même, ça m'a étonnée, pas puisque je commente quand même une fois au moins dans le livre, mais cette idée d'exactitude pour un domaine qui par définition semble être le contraire, hein, des choses qui échappent. Je crois que quand j'ose même plus dire quand on aime, parce que comme je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je crois que quand on est dans ce sentiment amoureux, quel qu'il soit, et on a ce sentiment d'exactitude. On se dit que on vit ce qu'on doit vivre. Je le dirais autrement. Les moments où on est dans la joie, quelle qu'en soit la raison, et dans l'amour, tant qu'il marche à peu près, on est dans la joie. Les moments où on est dans la joie, on a ce sentiment d'exactitude, je crois, dans notre rapport au monde. On est là et c'est là qu'on doit être. Et c'est comme ça qu'on doit être. Et tout semble couler de source, aller de soi. Et c'est ça l'exactitude. C'est cette adhésion, à un moment donné, au monde. C'est ça que j'appelle aussi l'ouvert. L'ouvert, c'est le moment où on est en communication, non seulement où on fait communiquer toutes les parties de notre être, mais aussi on est en communication avec l'extérieur, avec le monde. Et c'est ça que j'appelle l'exactitude. Plus on est replié en soi-même, ce qui est l'état normal du malheur, le malheur enferme en soi, plus on est au contraire déployé dans le monde, plus on est en contact avec lui, plus on a ce sentiment d'exactitude. Je vous renvoie juste à cette chose que vous connaissez sûrement,
Il n'y a que quand plus on est déprimé, plus on s'interroge sur le sens du monde, sur le sens de la vie, etc. Quand on est joyeux, on ne s'interroge pas. Quand on est joyeux, justement, on adhère. Hein, on vit, on participe au monde. Et donc c'est ça que j'appelle l'exactitude. Parce que je crois que c'est ça qui est juste, en plus. Je crois qu'on a une impression de lucidité dans la dépression, par exemple, qui est absolument fausse, qui est une illusion pure. Et quand on est joyeux, au contraire, c'est là qu'on est juste. Et cette exactitude-là, cette joie ouverte, cette joie juste, il ne la vit pas avec l'une. Pourquoi est-ce qu'il ne peut la vivre qu'avec elle, qu'en ayant recours à son corps, à elle? Parce que... il n'y a pas comme les parce que là, prémices d'une catastrophe. Je reviens sur l'autre fil du roman, c'est qu'il a eu ça avec lui, probablement. Mais il l'a perdu. Il s'est installé dans une chose plus douce et moins brûlante. Or, je crois aussi, ma vision en tout cas de l'amour, et de l'amour et du désir, est vraiment du côté de l'intensité, de ce que dont le personnage parle de brûlure, c'est-à-dire du côté de l'intensité. C'est ce que j'appelle aussi parfois la vie haute, comme on dit haute tension pour l'électricité. Et ce qu'il cherche avec Elénore, c'est ça, c'est l'intensité. Ce qu'il veut retrouver, et surtout face à ce sentiment nouveau de la finitude qu'il a saisi après son infarctus, c'est de retrouver cette intensité de la vie. Et ça, il peut l'avoir avec Elénore, qui par ailleurs lui plaît, on ne sait pas pourquoi, mais est-ce qu'on sait pourquoi les gens nous plaisent? Pas toujours exactement. Alors le mystère justement de l'attraction des corps, il est signifié par la danse dans votre roman. Vos deux amoureux tombent dans les bras l'un de l'autre pour la première fois dans un cours de tango. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire quelques pages où il est question de cette danse du tango? Métaphore. Oui, donc je dois te dire que je cherche, en écrivant, je danse le tango moi-même, j'aime beaucoup ça, c'est une vraie passion. Et c'est une très belle métaphore, je crois, de l'amour et du lien et de l'étreinte amoureuse. Et donc, assez vite, il m'est apparu que pour parler d'amour, c'était bien commode de redoubler ce discours sur l'amour par cette situation qui est celle du tango. Et j'ai évidemment grand plaisir à le décrire, puisque quand on aime une chose, on aime la décrire. Donc il ne se rencontre non pas, chère Cécile, dans un cours de tango, mais dans un bal. Ils vont danser parce que vous ne savez peut-être pas tous, qu'à Paris il y a beaucoup de bals, de tango, de milonga, il y en a quasiment tous les jours, tous les soirs, où on peut aller danser. Et donc lui pratique cela depuis longtemps et c'est en s'y rendant en effet qu'il va rencontrer Elénore. Donc je vous lis là quelques brefs passages un peu plus dispersés autour du tango. C'est le deuxième chapitre, il raconte qu'il est sorti de sa maladie et qu'il recommence, il peut retourner dans le bal. Et que ce n'est pas qu'au sens figuré qu'il retourne dans le bal. Je recommençais donc à fréquenter les bals, les milongas, 1 ou 2 fois par semaine, surtout lorsque l'une était en Suisse, et je retrouvais bientôt cette allégresse de la danse, cette étreinte fugitive le temps d'une tanda, 4 ou 5 tangos enchaînés, suivis de la cortina qui est l'intermède durant lequel résonne une musique quelconque et où il faut changer de cavalière. Oui, cette joie quand j'enlace une partenaire et tourne, et vogue, tourne, tangue, nous inventons une connivence extrême qui ne devient jamais intimité, puis je change, une autre femme se pose entre mes bras, mes pieds s'ajustent aux miens, ses pieds s'ajustent aux miens et tournent et changent encore pour une nouvelle femme. Je ne sus si elle avait échappé à mon regard ou si elle venait d'arriver, mais au bout d'une demi-heure, je découvris une tanguera nouvelle qui dansait avec ferveur. Un beau sourire sur les lèvres, ses yeux regardant intensément rien par-dessus l'épaule de son partenaire, elle était tout entière concentrée sur les très intimes dialogues de leur corps. C'est une belle et puissante expérience dans le tango que cette attention extrême et minutieuse aux intentions et inventions de l'autre, car il s'agit de s'accorder au sens le plus fort. Tout le corps est tendu vers les signes, les souffles, les pressions de la main, les appuis des pieds, les vagues mouvements du buste, proche, collé à celui du partenaire,
du bassin et des jambes, cela lointain, sans contact direct, mais qu'on entend pourtant. Tout le corps à l'affût perçoit les vibrations du corps de l'autre et les interprète. Ainsi je guide ma cavalière en l'écoutant et elle me suit tout en inventant sa danse. Si nous nous accordons, nous aurons le sentiment d'avoir créé une œuvre d'art éphémère. Je ne connais qu'une autre situation de l'existence qui exige des corps-esprits si mêlés et si intelligents, si subtilement conjoints qu'ils fabriquent une sorte de récit, articulé mais sans signification, dont le plaisir est l'unique visée, l'étreinte amoureuse. La semaine suivante, quand revint le jour de notre milonga, je dus admettre que je ne m'y rendais pas sans espérance. Par exemple, si je me scrutais honnêtement, n'arrivais-je pas plus tard que de coutume parce que, la fois précédente, Éléonore avait surgi au milieu de la soirée? J'entrai pour quelques euros. La salle n'était pas encore bondée et les danseurs lorgnaient la piste en changeant de chaussures. Coup d'œil circulaire, qui est là, commandant-t-il? Ce mardi sera-t-il jour d'aubaine qui offrira le partenaire avec lequel la danse devient secrète extase? Aux tables étaient déjà assises 2 ou 3 femmes que je connaissais, pauvrettes, décorées comme des sapins de Noël et la mélancolie dans le regard, qui m'aimaient bien parce qu'elles savaient pouvoir compter sur moi. Je les invitais dès qu'elles demeuraient trop longtemps immobiles, ne voulant pas qu'elles repartent amères de n'avoir pas dansé, alors qu'elles avaient passé tant de temps devant leur miroir, avec l'espoir qu'aujourd'hui serait peut-être le jour d'une rencontre, le jour d'un homme, enfin. Du reste, côté masculin, même mélancolie et même espoir, mais là, je n'y pouvais rien. Allais-je m'asseoir et attendre? Je choisis de faire danser la triste Maryse qui portait ce soir-là un de ces bandeaux crânes qui aurait dû lui donner l'air d'une Amazone. Maryse aux robes trop courtes sur de jolies jambes qui tanguaient sans faute. Maryse qui gardait si bien l'axe, mais dont les yeux étaient toujours intranquilles. Je vous remercie. À vous entendre, votre héros est un petit peu un Valmont, un petit peu un chevalier de Jaucourt, un peu un personnage comme ceux qu'on rencontre dans les romans libertins. Certes, il aime les grands romans libertins du XVIIIe siècle, auxquels moi j'ai tout de suite pensé en lisant votre roman. Mais il n'y a pas que le XVIIIe siècle, on va peut-être en parler, il y a aussi le XIXe. Mais ce libertinage-là, il est bien question de cela. Il recherche le désir avant tout. Et juste cette phrase que Madame de Merteuil écrit à son ancien amant, le vicomte de Valmont: je m'assurais que l'amour que l'on nous vante comme cause de nos plaisirs n'en est au plus que le prétexte. Est-ce que cette phrase aurait pu être écrite dans le cahier rouge de votre héros? Est-ce qu'il aurait pu écrire cette phrase? Mais là, on reboucle avec ce que vous disiez au début en parlant de pacte. Oui. Moi, je ne vois pas de pacte entre eux. Oui. Et non plus liberté, que, égalité, non plus sensualité. Oui, c'est ce qu'elle lui dit pour l'embêter, liberté, égalité, sensualité. Ça le crucifie. Oui, mais c'est parce qu'à ce moment-là, ils sont déjà dans un conflit et que Éléonore, qui ne se satisfait pas de la situation, le fait souffrir. Et qu'elle le veuille ou pas, qu'elle se défende, on n'en sait rien. On n'en sait rien puisque tout est raconté de son point de vue à lui. Donc lui souffre de ce que lui fait endurer Éléonore, mais sans qu'on sache, elle, ce qu'elle a dans le cœur. En tout cas, moi, je n'ai pas eu le sentiment d'écrire un roman libertin. En tout cas, le libertinage, c'est quand même, ce libertinage sensuel, pas philosophique mais sensuel, le libertinage, c'est vraiment l'idée d'aller chercher Eros en le détachant du sentiment, c'est ce que dit la Merteuil, c'est l'amour n'est qu'un prétexte, pour permettre ce débordement du corps. Mais précisément, moi je crois qu'aujourd'hui, là on contestera peut-être, mais moi je crois que le libertinage, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est tellement facile, ou en tout cas c'est tellement autorisé, la sexualité, et même, on en a même jusqu'à plus soif. Elle est là partout, tout le temps, on ne parle que de ça. Donc je ne crois pas que le libertinage ait beaucoup d'avenir. Je crois qu'il est même, c'est terminé. Alors après, il y a cette liberté qui est celle d'aujourd'hui. Le libertinage vient d'un temps où il n'y avait pas cette liberté
répandue, je dirais, hein, dans toute la société. Aujourd'hui, encore une fois, regardez, ouvrez n'importe quel magazine, je dis féminin parce que souvent c'est eux qui ont le pont de ce genre de réflexion profonde, mais vous ouvrez n'importe quel magazine et vous voyez qu'on vous parle de la sexualité, comment faire, quand, combien de fois, avec qui, bref. Donc le libertinage, moi, je ne vois plus tellement son avenir. En revanche, ce qui me paraît plus crucial et toujours difficile, et toujours en débat, c'est ce lien justement d'Eros et du sentiment. Et même en disant cela, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ma question, parce que je crois que quand on a dépassé la jeunesse, on a suffisamment exploré la sexualité, Eros, souvent, pour avoir envie d'autre chose que de cette découverte un peu adolescente du corps, de tous les corps, de ce qu'on peut faire avec, de tout ce qu'on peut faire avec, etc. Parce que les jeunes gens sont dans cette espèce d'inquiétude, de vibration, etc. Mais je pense qu'en vieillissant, c'est pas vrai. On a envie de quelque chose de beaucoup plus consistant, de beaucoup plus intense surtout. Et je ne crois pas qu'on l'obtienne juste, mais encore une fois, c'est peut-être ma limite, je ne crois pas qu'on l'obtienne juste par la sensualité. Je pense que c'est ce que j'ai essayé d'appeler nuit intérieure, que c'est dans cet engagement du corps-esprit qu'on arrive à un Eros puissant. Mais je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Je n'ai rien dit sur l'amour toujours, hein, parce que je ne sais toujours pas, je ne sais pas de dire ce que c'est, je crois que c'est une notion problématique. Et je ne sais pas comment ça s'articule, je ne sais rien. Mais en tout cas, je suis sûre que le libertinage n'est pas. C'est pas une solution d'avenir. D'ailleurs, vos héros charnels, hein, Éléonore et son maman, lisent beaucoup. Ils ne font pas que coucher ensemble, ils lisent de la poésie. Maupassant est cité longuement à un moment donné. Quel plaisir avez-vous eu à trimballer avec vous votre bibliothèque, tous ces auteurs chers à votre cœur en écrivant ce roman et en les confiant à vos héros? Pourquoi c'était nécessaire pour vous de faire ça? Ici, dans cette salle où je sens que personne n'aura peur des références littéraires, en réalité, le secret, c'est aussi que, au début, ce que j'ai voulu faire, je peux le dire, je ne le dirai pas partout, mais ce que j'ai voulu faire, c'est réécrire Adolphe de Benjamin Constant. C'est-à-dire que ma première impulsion, ça a été d'écrire un livre qui, aujourd'hui, porterait les mêmes questions, certaines grandes questions d'Adolphe, donc tout début 19e, qui sont des questions sur l'amour. Ce que Adolphe a réussi à faire d'une façon, ce que Benjamin Constant, donc dans Adolphe, a réussi à faire de façon magistrale, c'est de porter la question sur ce que c'est que l'amour. Et tout le roman d'Adolphe fait deux choses. Il met en scène un caractère, bien sûr, ce caractère de l'homme indécis, qui est Adolphe. Alors ça, évidemment, je ne sais pas ce que j'ai voulu faire. Un caractère, ça ne m'intéressait pas, en l'occurrence. Mais en revanche, tout le roman pose cette question de est-ce que c'est de l'amour? Qu'est-ce que c'est qu'ils ressentent? Et Adolphe et Éléonore, c'est pourquoi la mienne s'appelle Éléonore, c'est vraiment mon clin d'œil à Adolphe. Et Adolphe et Éléonore, est-ce qu'ils aiment? Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils s'aimeraient si? Est-ce que si les conditions changent, ils s'aiment encore? Qu'est-ce qu'on appelle amour? La vraie question d'Adolphe, c'est celle-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit, et c'est vrai que c'est saisissant, j'insiste un peu en disant je ne sais pas ce que c'est que l'amour, je ne sais pas ce que c'est, j'ai quand même une petite idée. C'est pas vrai que je ne sache pas à ce point. Mais je trouve quand même très saisissant qu'on écrive des romans d'amour depuis au moins les premiers romans grecs, depuis au moins 4 siècles après Jésus-Christ. On écrit des romans d'amour où les gens écrivent « je t'aime » ou « je l'aimais » ou « elle m'aimait ». Et j'ai fini par me dire mais quoi exactement? De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-il? Et on parle d'amour comme si ça allait de soi. Mais il y a des amours, il y a des façons d'aimer, il y a des êtres qu'on aime, mais on ne les aime pas de la même façon que celui qu'on aimait avant, celui qu'on aimera après, etc. Il y a une infinie variété des formes de l'amour. Et voilà, donc ce que j'ai voulu faire, c'était ça. C'était un roman qui posait la question de quoi s'agit-il, de quoi parle-t-on, et quels sont les ingrédients, et que se passe-t-il si les conditions changent, si les circonstances changent, etc. C'était un peu aussi comme ça, comme un jeu. Et finalement, ce que j'espère avoir réussi, c'est
avoir maintenu le sentiment d'opacité. C'est-à-dire que finalement, jusqu'au bout, ce qui demeure, c'est l'opacité, la difficulté d'être sûr de ce qu'il y a dans la tête et le cœur de l'autre. Donc on n'aura pas de définition de l'amour, hein. Il y a des amours, quelque chose qui vous apparaît peut-être plus évident, en tout cas à décrire, à transcrire romanesquement, puisque vous semblez le faire de roman en roman, c'est le désir. Vous avez écrit un petit éloge du désir, et à regarder les titres de vos romans, ou de vos récits, la chair du temps, entre les bruits, l'homme qui jeûne, les sens, le corps, tout ça est là et chante. C'est un grand personnage, hein, du roman, le désir également. Et est-ce qu'il y a une différence vraiment qu'il faut établir entre amour et désir, ou quand on a parlé toutes les deux, ça semblait être des choses différentes à vos yeux. C'est-à-dire, vous aviez l'air de vraiment savoir ce qu'était l'un et en revanche pas l'autre. Finalement, je sais mieux ce que c'est que le désir, oui, mais je sais mieux ce que c'est, entendons-nous bien. Je parle du désir depuis toujours, depuis que j'écris, je mets en scène aussi le désir, pas seulement, mais je mets aussi en scène le désir parce que ce désir dont je parle, c'est pas le désir sensuel. Le désir sensuel, c'est un aspect du désir qui m'intéresse. Le désir qui m'intéresse, c'est une chose très simple. C'est le matin, je me réveille, devant moi une journée plutôt médiocre, rien d'exaltant à faire, pas comme ce soir où j'allais parler avec vous, et pourtant, j'ai envie de me lever. Et en même temps, je sais que je pourrais ne pas avoir envie de me lever. C'est une espèce de grâce. J'ai envie de me lever. J'ai envie de vivre cette journée qui vient. Pour écrire le livre, par exemple, moi pour écrire, mais d'autres, ça pourrait être pour aller faire, pour aller soigner, pour aller faire des films, pour aller faire je ne sais quoi, pour aller faire des choses beaucoup plus simples, pour vivre, pour aller faire un travail ingrat. Ça arrive aussi, je veux dire, ça arrive tout le temps même. Et pourtant, on a envie de se lever. Eh bien, disons que voilà, pendant longtemps, j'ai exploré, peut-être que j'ai un peu terminé, je ne sais pas, mais pendant longtemps, j'aurais exploré cette chose dont je ne reviens toujours pas, et qui est le fait qu'on ait envie de se lever le matin. C'est ce que j'appelle le désir général d'exister, tout simplement. Et ça, c'est ma question. C'est une de mes grandes questions. L'autre, je dirais, c'est la violence du monde. Et c'est l'autre aspect qui n'apparaît pas dans notre conversation de ce que je fais. Mais cette question du désir de se lever, eh bien, tout simplement, la question du désir général s'affine et s'intensifie dans le désir sensuel. On sait très bien que tout à l'heure je parlais de l'exactitude et de notre rapport au monde très juste, et finalement c'était peut-être un peu énigmatique de dire ça comme ça. Mais pourquoi on a ce sentiment d'exactitude? Parce que quand on est amoureux et qu'on est dans la joie de l'amour, alors c'est là qu'on est au plus... c'est là qu'on ressent au plus fort ce désir d'exister, ce désir d'être. Et que le vivant ait envie de vivre, c'est à ce moment-là qu'il est dans l'exactitude. Et que la joie est juste. Oui, elle est juste, parce que le moment où il est amoureux et joyeux, c'est le moment où il est ce qu'il est, c'est-à-dire un être vivant. Et un être vivant qui est en adéquation avec le monde autour de lui. C'est ça que j'appelle l'exactitude. Mais nous sommes voués à la joie. Le problème, c'est qu'on n'y arrive pas forcément, pas beaucoup, pas toujours. Mais je ne sais pas, j'ai une espèce d'idéal un être humain, c'est quelqu'un qui est voué à la joie. Et puis après, il y a toutes les choses qui le contrarient. Mais normalement, il est joyeux. Regardez les enfants. Ils sont joyeux. Parce qu'ils n'ont pas encore toutes les entraves que nous rencontrons plus tard. Mais être vivant, c'est être joyeux. Et voilà, donc c'est ce désir-là qui m'intéresse en réalité. Et c'est vrai que ces dernières années, à travers le baiser, depuis 4 ans, disons, j'ai exploré plus directement la question du désir sensuel. Mais chez moi, c'est vraiment une pointe avancée de la question plus générale du désir. Donc, on ne vous dira pas comment le roman se termine, parce que vous allez le lire. Mais voilà, ça fait 1 heure qu'on parle. Je pense que là, on a dit des choses importantes sur ce roman qui est magnifique, un lieu intérieur qui sort là dans quelques jours. Peut-être qu'on peut, parce qu'on a le temps, puis après vous pourrez aller vous procurer les ouvrages qui sont au fond de
la salle si vous le souhaitez. Peut-être que vous pouvez poser des questions à Belinda sur... Oui, je voulais dire qu'étant un grand lecteur des œuvres de Belinda Cannon, j'ai été frappé par la qualité du dialogue qu'il y a eu entre vous deux, c'est-à-dire que vous avez vraiment réussi à lui faire dire des choses qui sont des fils rouges de son œuvre, et je vous félicite, c'est vraiment un immense plaisir de la pensée et de la réception de la littérature aujourd'hui, qui a besoin de ce genre de qualité. Pourquoi ne pas avoir pris aussi d'avoir pris les deux, de ne pas avoir parlé au nom de la femme, Léonore par exemple, de ne pas avoir pris son point de vue? Précisément pour ce que je disais au début. Oui, mais les deux, de faire les deux, d'avoir les deux, quoi. Parce que... ah mais non, parce que si j'avais... Enfin déjà, lui, il est relativement lisible, bien qu'il reste... C'est un personnage qui s'arrange avec sa mauvaise foi, c'est un personnage qui n'est pas complètement transparent pour nous et pour lui-même. Mais pour justement restituer cette question de l'opacité, j'avais besoin de ne pas aller de l'autre côté. Ah oui, c'était on ne voit les deux femmes du roman qu'à travers son regard à lui. Et normalement, si on est un lecteur à peu près, comment dire, je vais dire une méchanceté parce que quelqu'un récemment qui a lu bêtement le livre en décrivant les femmes, alors elles sont comme ci, elles sont comme ça, etc. Alors que bon, on ne sait pas ce qu'elles sont les femmes, elles sont vues par l'homme. Mais je veux dire, si on est un peu attentif, en tout cas, on s'aperçoit justement que tout est filtré par un regard. Et ce qui m'intéressait, si vous voulez, c'est que c'est quand même notre position dans l'existence. Je ne vois le monde qu'à partir de mon point de vue. Et j'aurais beau faire, et j'aurais beau écouter, tendre l'oreille, être vigilante, ça ne sera jamais que mon point de vue et toutes les erreurs d'interprétation ou pas d'ailleurs, mais ça ne sera jamais que mon point de vue sur le monde. Et cette situation, moi je trouve que pour moi c'est une des plus grandes souffrances, un des plus grands malheurs de l'existence. Le malheur ontologique de l'homme, c'est de ne pouvoir pénétrer dans la tête d'autrui. Je ne pourrai jamais savoir ce qu'il y a dans votre tête. Et même si j'y mets tout mon soin et toute mon attention, je ne le saurai jamais. Et pour moi, ça, c'est ce que j'essaye de déjouer en étant... Je suis devenue romancière pour ça. Et c'est quoi un romancier? C'est quelqu'un qui passe son temps à aller dans la tête des autres et qui fait des hypothèses et qui invente des personnages. C'est quoi inventer un personnage? Pourquoi est-ce qu'on invente des personnages? Mais pour se donner l'illusion et une chance aussi, parce qu'on y arrive quand même un petit peu, d'aller voir ce qu'il y a dans la tête des autres, de l'expérimenter. Et donc pour ça, il faut d'abord mettre des personnages autres que soi-même. Pas facile. Au début, on a tendance à écrire toujours des personnages qui nous ressemblent, parce que tout ce qu'on est capable de faire, c'est de mettre en scène notre propre psyché. Donc, un romancier, c'est quelqu'un qui ne revient pas de ce malheur ontologique de ne pas savoir ce qu'il y a dans la tête d'autrui, et il passe son temps à inventer des personnages pour aller y voir, pour faire des expériences. Et donc, pour vous répondre, j'ai essayé de mettre en scène cela, le fait qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des deux autres femmes, et qu'il est condamné à rester dans la sienne et à faire ces hypothèses-là. Et c'était une chose que je voulais dire absolument, parce que, encore une fois, je crois que si le roman d'amour a un tel succès, a une telle longévité depuis l'origine du roman, c'est parce que de toutes les formes romanesques, c'est celles qui mettent en scène, avec les romans comment on dit, les romans du crime, les polars, etc. Les romans d'amour et les polars, c'est les deux formes romanesques dans lesquelles la question de savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre est cruciale, plus que toutes les autres formes romanesques. Et c'est pour ça que ça marche, parce que c'est presque le paradigme même du roman occidental. Mettre en scène ce qu'il y a dans la tête de l'autre et essayer de l'apprendre, parce que là c'est crucial. Dans un cas on veut l'amour, dans l'autre cas on veut échapper à la mort, mais en tout cas c'est crucial. Voilà, donc vous voyez, c'est ça que j'ai essayé de traiter là, de mettre en scène. Merci pour cette bonne question. Oui, moi il y a quelque chose, je rebondis sur ce que vous venez de dire en parlant de l'opacité. Il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu, c'est que vous avez choisi d'être le narrateur, d'être l'homme narrateur. Alors justement, là, est-ce que vous, ce choix, vous qui êtes un écrivain femme, ça ne veut pas dire que vous avez en quelque sorte justement outrepassé l'opacité qu'il peut y avoir en tant que femme structurellement
par rapport à un narrateur homme, bon, j'imagine que c'est un choix délibéré et que certainement c'est quelque chose qui pour vous apporte quelque chose de plus. Parce qu'on aurait très bien pu imaginer, peut-être que plus simplement, vous imaginez comme narrateur femme qui est face à l'opacité d'un autre qui est un homme. Vous n'étiez pas là au début? Mais non, je n'étais pas là au début. Parce que j'ai répondu à ça au début. J'ai répondu à ça assez longuement. Et donc je ne vais peut-être pas le refaire. Je vous le dirai après si vous voulez. Mais j'allais ajouter quand même quelque chose. Vous avez dit quelque chose qui appelait une réponse quand même. Non, mais je ne sais plus ce que c'est. Non. Enfin, j'ai répondu longuement à ça. D'accord. Moi, j'ai juste une question par rapport au désir, parce que je n'ai pas encore lu votre œuvre, mais ça va venir. Quelle chance! Oui, Il y a le désir de lire. mais d'où vient ce désir? D'où est-ce qu'il vient, cette volonté qui n'est pas une volonté, donc qui est quelque chose qui s'impose à nous, finalement? D'où ça vient? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez essayé d'y répondre dans un de vos textes? Oui, c'est vrai, dans Petit éloge du désir, j'ai essayé de parler de ça, mais je ne crois pas du tout que j'ai élevé le mystère. Je vais vous faire une réponse à côté, peut-être un petit peu à côté. Je crois aussi que un humain, nous dans l'humain depuis tout à l'heure, un humain c'est un être en relation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humain seul, il n'y a pas d'humain qui ne s'envisage, qui ne se déploie, qui n'existe, qui ne survive sans l'autre en face de lui. Et tout ce que nous analysons, et tout ce que nous pouvons analyser de l'humain, si on le décroche de l'autre, de la question de l'altérité, on échoue. Tout à l'heure, vous me parliez de Pénélope, de mon livre sur les femmes. Je explique parce que je viens de dire quelque chose d'absolument bête ou obscur. Quand j'ai écrit La tentation de Pénélope, qui est un livre sur les femmes et les féminismes, j'ai essayé, pourquoi je l'ai écrit ce livre, j'étais féministe depuis toujours, mais pourquoi j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce livre, c'est parce qu'il me semblait que les discours féministes qu'on entend depuis, disons, 10-15 ans, étaient des discours solipsistes, enfin des discours plutôt qui considéraient les femmes en tant que femmes. Et moi je crois qu'on ne peut rien dire sur les femmes si on ne considère pas qu'elles sont en relation avec les hommes, par exemple. Donc vous voyez la question du féminin, des femmes, d'identité, toutes ces calembredènes, moi ne m'intéresse que dans la mesure où on considère que les femmes sont en relation avec les hommes. C'est pour vous dire que je ne peux jamais penser sans penser la question de l'altérité. Maintenant, vous me dites le désir, quoi, quand, comment, je ne sais pas. Je crois que nous sommes voués là aussi au désir. C'est-à-dire nous sommes voués à rencontrer l'autre et parfois à le rencontrer de diverses manières et aussi parfois à le rencontrer dans l'amour de cette façon beaucoup plus rapprochée qui est celle de l'amour et du désir. Mais je n'ai évidemment aucune réponse parce que là c'est comme si vous me demandiez ce que c'est qu'un être humain presque et ça je ne le saurais jamais. Je sais, je ne vous ai pas répondu. J'en ai conscience. Mais avouez que la question parce que ma question du désir, c'était aussi le désir, voilà, comme pas forcément par rapport à l'autre, le désir, je sais pas, de manger, de boire, de lire. Ouais, le désir, quoi. D'où ça vient cette sorte d'énergie selon vous, hein, c'est après. Alors moi j'ai une représentation un peu arriérée de la chose. Je l'imagine quasiment comme de l'énergie. C'est-à-dire le désir, c'est l'espèce d'énergie qui nous tient debout. Et puis peut-être que plus le temps passe, je l'espère. Et plus ce désir, ça me nuise. J'ai aussi écrit un roman sur une dame qui a 104 ans et qui va mourir, que j'ai appelé L'an Delta, parce que je fais cette hypothèse qu'à la fin de la vie, le désir qui a été cette espèce de fleuve impétueux se répand, s'ouvre comme un delta qui va rejoindre la mer et s'y noyer. Et j'espère que c'est comme ça, parce que sinon c'est affreux de mourir. Si on arrive avec tout ce désir de vivre, ça doit être épouvantable. Et donc voilà, pour moi le désir c'est une énergie et je l'ai souvent comparé à ça. C'est pour ça que j'aime bien l'observer sur les petits-enfants, sur les jeunes animaux, comme ils sautent, ils courent, ils bondissent tout le temps. Ils sont dans cette espèce d'énergie vitale, vivante. Et pour moi, c'est ça.
je n'ai pas d'autre, mais je crois que là, vraiment, personne n'a d'autre explication que ça. C'est une énergie. Et quand on en a moins, d'ailleurs, le fléchissement de l'énergie vitale, c'est la dépression. C'est-à-dire que tout à coup, on n'est plus assez irrigué et traversé par cette énergie, et alors, pourquoi se lever? C'est aussi lié aux passions qu'on peut avoir, par exemple la littérature ou le cinéma ou... Bien sûr. Après, ça dépend. Il doit y avoir des âmes tranquilles, dont je ne suis pas. Moi, j'ai besoin de faire des choses qui me transportent, qui soient intenses. Et par exemple, écrire, c'est assez difficile pour que ça vaille la peine. Et puis, c'est assez L'autre, c'est lire. inattendu. Pardon? Moi, en l'occurrence, c'est la lecture plus que l'écriture. Ouais, je comprends très bien ça, bien sûr. La lecture aussi, c'est... Voilà, il faut que la vie soit intense, et c'est vrai que la littérature, c'est une des choses qui intensifie la vie, aussi bien en la faisant qu'en la lisant. Ouais. Vous n'aviez pas de questions sur le tango, quel dommage. Donc le tango, il en est question aussi, je crois me souvenir, un petit peu dans L'homme qui jeûne. Je crois que la femme, le personnage féminin, est une danseuse et elle va sauver enfin, il n'est pas question de tango, mais en tout cas la danse est présente dans ce roman. Et c'est cet homme qui se laisse mourir, qui a décidé de ne plus s'alimenter, va être in extremis sauvé par une femme qui danse. Pourquoi ce salut par la danse, Belinda? Parce que je crois que c'est une métaphore que j'ai beaucoup employée avant même d'ailleurs de commencer à danser moi-même le tango. Parce que la danse, c'est une énergie, c'est une beauté, c'est une discipline. Il y a des tas de paramètres. Oui, c'est... Non, la chair du temps. C'est la chair du temps. Je sais plus. C'est dans la chair du temps, je crois, oui. Je danse, donc j'existe. Et parce que c'est une des façons brûlantes et intenses d'être en vie et de faire quelque chose avec sa vie et de faire quelque chose avec son corps. Et là, pourtant, donc vous avez mis un petit peu de vous dans le personnage. Oui, on en met, même si vous se met un peu partout. Oui, bien sûr. Mais ce que j'allais dire simplement à monsieur à propos d'hommes et de femmes, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que moi je connais assez bien les hommes. J'ai l'impression de les connaître. J'ai pas tellement de difficultés à me mettre à leur place. Et alors peut-être c'est une illusion, mais je crois pas, parce que souvent les hommes me disent comme vous nous décrivez justement. Et finalement, en fréquentant les hommes, on les connaît à la fin. On les écoute, on les perçoit. Moi, je n'ai pas ce sentiment d'un monde qui me serait absolument étranger. Vous retrouvez souvent les mêmes traits que les hommes? Non. Ça, c'est parce que tu écris. C'est pas parce que tu es une femme que tu tutoies maintenant. Familiarité. La réciproque, probablement. C'est pas parce que vous êtes... Voilà. Mais c'est possible, mais peut-être, oui, d'abord peut-être parce que j'écris, donc je fais cet effort d'imaginer ce qu'il y a dans la tête d'autrui, donc et des hommes, mais peut-être, c'est vrai que les hommes expriment souvent ça, désarroi par rapport au féminin. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, les hommes ne me paraissent pas un continent inconnu, quoi. Par exemple, je trouve qu'il y a un peu une dictature de la performance. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Les hommes, ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Enfin, je sais pas. Là, on reparle de la sexualité. Oui. Ah, ben ça, je les plains dans la sexualité, c'est dur. C'est vrai. C'est dur, ouais, je trouve. C'est une vraie... Pour une femme, c'est plus facile. Ouais. Je sais pas. Si, non, je suis d'accord avec vous. Il y a une responsabilité, disons, là, c'est un autre chapitre, mais il y a une responsabilité, une charge des hommes dans la sexualité qui est pas facile, certainement pas facile. Il y a un sentiment d'imposture peut-être aussi. Peut-être aussi un sentiment d'imposture. En tout cas, ils ont une grosse responsabilité, disons. Hein. Ça, c'est la vérité. Plus que les femmes, je crois.
J'ai une question. Est-ce que vous avez besoin du regard des autres quand vous écrivez, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement solitaire? Parce que quand on fait de la science ou quand on fait de la peinture, on échange énormément et ça donne de l'énergie. Et vous, est-ce que vous êtes en échange ou est-ce que vous êtes enfermé pendant l'écriture? C'est une question qui... Oui, pendant l'écriture elle-même, je n'échange pas du tout. Enfin, à peine dis-je sur quoi je travaille, quel est mon sujet. Et avec mes très très proches, j'en parle un petit peu parfois. Mais ça ne m'est même pas très utile d'entendre ce qu'ils disent. Parce que là, le moment de la création, c'est vraiment... On est complètement... Enfin, moi, en tout cas, je suis complètement solitaire et renfermée. Je ne sais pas ce que dira Cécile. Mais après, une fois que c'est fait, une fois que c'est écrit, j'ai un petit cercle de lecteurs rapprochés. Et là, j'aime bien maintenant, au début moins, mais maintenant, j'aime bien le donner à lire, écouter. Et parfois, j'entends des choses qui sont utiles. Enfin, je dirais que, pour le dire rapidement, que c'est la question du soupçon dormant, la fameuse question du soupçon dormant. Quand on a de bons lecteurs autour de soi, ils sont capables donc de savoir ce qu'on veut faire, etc. Ils nous connaissent, donc ils voient bien le projet. Et le bon lecteur, c'est celui qui nous dit quelque chose dont on se dit, c'est ça que j'appelle le soupçon dormant, on se dit, ah oui, là j'avais un problème, je ne me l'étais pas dit jusqu'au bout, mais ça me posait un problème. Le bon lecteur va dire le problème, et c'est d'ailleurs à cette condition que ça réveille en nous une semi-conscience de ce qu'on avait fait, que ça peut être utile et que ça va marcher, qu'on va corriger éventuellement, etc. Si la critique n'éveille en nous rien, on ne s'en sert pas évidemment, sauf à être étrangement fragile, enfin faible. Mais quand il y a des bons lecteurs et qui donnent comme ça, qui disent quelque chose qu'on soupçonnait dans le texte, alors on l'entend et on peut s'en servir. Voilà, en tout cas, c'est après que c'est fini que je peux avoir recours aux autres et que je le fais volontiers. Et ça vous arrive de corriger ce que vous avez écrit par rapport à des réactions, des premières réactions? Oui, bien sûr, ça m'arrive. Et je vous dis, ça dépend. Si la réaction me fait dire, ben oui, je savais bien, hein, en gros, c'est ça. Et vous savez, on tient à ce qu'on écrit en même temps. On s'accroche, ça nous plaît. Et parfois, on a du mal à être critique jusqu'au bout, suffisamment critique contre soi-même jusqu'au bout. Puis il y a des choses qu'on aime, et c'est pas bon, mais on les aime. Et donc, voilà, si le lecteur extérieur dit là, ça va pas, bon, d'accord, on accepte. Aux États-Unis, il faut changer la fin du... Comment ? Les Américains, des fois, il faut changer la fin des films, notamment. Après, il y a une autre conception de la littérature aux États-Unis, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, et puis la performance attendue. Vos livres sont traduits aux États-Unis? Pas encore, monsieur. Vous parliez du désir d'être dans la tête d'autrui au début. Pour moi, c'est la plus grande angoisse, c'est qu'un jour on puisse justement atteindre cette faculté-là. Parce qu'il n'y aurait plus de mystère, il n'y aurait plus... Non ? Oui, certainement. Alors, vous avez raison de dire ça, ça paraît même horrible, la transparence. Bah oui. Donc, ce serait épouvantable. Donc je suis d'accord. Je suis pas sûre que ça servirait l'amour d'une certaine façon. Parce que... Jamais dans l'amour vous vous dites, oh là là, j'aimerais vraiment comprendre là ce qui se passe dans sa tête. Bien sûr, mais après, imaginez... Heureusement que l'autre ne sait pas tout ce qui se passe dans Voilà, c'est ça. Après, il faut s'imaginer dans la position... Non, mais vous avez raison. La transparence, c'est même épouvantable. C'est quelque chose contre quoi on se bat aujourd'hui. Hein. Tout ce qu'on est en train de dire et toutes nos protestations autour de l'Internet, la raison ça marche, etc., c'est ça. Donc, de toute façon, on ne saura jamais vraiment ce qui se passe dans la tête d'autrui, c'est certain. Mais en même temps, admettez que c'est... Pour moi, c'est une souffrance quand même. C'est-à-dire, ce n'est pas de la curiosité. Je ne veux pas savoir par curiosité. C'est chaque fois qu'on constate à quel point on a mal compris l'autre. De temps en temps, on a un éclairage. Ou bien comme l'autre nous comprend mal. Ça ne vous est pas arrivé qu'on vous dise quelque chose sur vous-même et que vous disiez, mais ça se rend dingue. c'est pas moi,
c'est pas possible, mais comment est-ce qu'il a pu, comment elle a pu penser ça sur moi, dire ça. Et donc, il y a une violence aussi dans l'opacité, celle que, voilà, n'être pas entendu ou être mésinterprété, c'est très violent. Voilà, donc je suis d'accord avec vous, la transparence, c'est le cauchemar. Mais quand même, dans notre vie bien emmurée dans nos petits cerveaux, nous faisons souvent l'épreuve de la difficulté de ne pas être plus en communication avec l'autre. Oui, juste un mot. Tout d'abord, je vous remercie parce que vous me donnez des clés extrêmement personnelles, hein, des codes secrets quand même de votre écriture, donc c'est toujours très très émouvant d'entendre cette parole. Puis l'autre chose, des clés plus littéraires, Benjamin Constant, etc. Mais dans cette scène là que vous évoquez et que j'ai pas lu et je vais m'empresser de lire, qui est celle du lieu de tango, hein, avec cette tension du désir, d'une promesse comme ça de faire deux, quoi, et où c'est plus la question de comment ça marche un couple, mais comment ça danse, hein, et il y a une espèce de mélancolie de l'attente qui est extrêmement perceptible et qui en fait pour moi une espèce qui suit du monde de l'art visuel, du théâtre, qui en fait une scène exceptionnelle, quoi, filmée, quoi. Ce moment de silence avant que les décors se déploient. Et je voulais vous poser la question, toute simple, puisque on a Benjamin Constant, mais est-ce qu'on a le dernier tango à Paris dans la source d'inspiration, puisque là il y a le tango, les corps, la perdition. C'est drôle que vous disiez ça parce que quand mon éditeur a fait la 4e de couverture qu'il m'a proposé, il voulait mettre des références littéraires. Et donc il avait écrit, si je me souviens bien, c'est comme si les personnages d'un roman de Benjamin Constant croisaient ceux de Bataille, Georges Bataille. Ah ouais. Alors j'ai protesté, j'ai dit non, ça tu peux pas écrire quelque chose comme ça pour moi. Parce que chez Georges Bataille, qui est par ailleurs un immense écrivain, il y a quand même une dimension ténébreuse de l'éros, un éros noir, vraiment. Et moi, ce que j'essaie d'écrire depuis que j'écris là-dessus, c'est au contraire un éros solaire. Et quelque chose, vous l'avez compris, qui est lié absolument à la joie et pas du tout à la transgression, par exemple, qui me paraît, c'est comme le libertinage, ça n'a plus de sens. Et donc, tout ça pour en revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire que... Et alors, on a cherché quelles références donner. Dans la littérature, il n'y en a pas tellement, parce que finalement, les auteurs connus, les romanciers ou les écrivains, en tout cas qui parlent d'érotisme, qu'on connaît, sont tous du côté du noir. Et donc, je me suis dit, le dernier tango à Paris. Et là, oui, j'y ai pas pensé en écrivant le livre, curieusement. Parce que le tango, dans le dernier tango à Paris, c'est pas grand-chose, hein, la danse. Oui, mais c'est métaphorique. Mais en tout cas, c'est vrai que, puisqu'il voulait des références, moi, je lui avais proposé le dernier tango. Et puis, il n'a pas voulu, il a trouvé que c'était trop convenu, ou je sais pas quoi. Mais après coup, en tout cas, oui, j'y ai pensé. C'est plus intéressant pour moi comme référence, le dernier tango, même s'il y a une mélancolie extraordinaire, puisque vous en parliez. Mais c'était plus intéressant comme référence que Bataille, par exemple. Oui, puis juste comme ça... On est presque dans le plaisir de la conversation. Sur le libertinage, je tenterais plutôt de dire qu'on est dans le libidinage, quoi, plutôt que dans le libertinage. Voilà. Le libertinage, c'est quelque chose d'assez divers aussi. Libertin au sens du XVIIIe siècle, c'est pas le... Il y a une tension intellectuelle dans le libertinage qu'il n'y a pas dans le libidinage, on va dire. C'est ça. Mais de toute façon, je vais vous dire, en réalité, je ne suis pas sûre de ce que je dis. Quand je dis le libertinage, c'est une notion qui n'a plus cours. Moi, il me semble que c'était vraiment lié à une époque et qu'aujourd'hui, les conditions même de l'érotisme, de la sensualité, de l'amour ont tellement bougé que, franchement, je ne crois plus que ce soit pertinent. C'était une transgression quelque part, le libertinage ? Oui, il y avait tout ça dans le libertinage, il y avait la transgression. Philosophiquement, c'était quand même une transgression déjà, c'était quand même se mettre à côté de la doxa. Tandis qu'aujourd'hui, je vois mal comment le libertinage, dans sa dimension de transgression et de secret et de tout ça, pourrait parler de notre rapport à la sensualité. Au XVIIIe siècle, les libertins étaient quand même les gens les plus éclairés en fait. Oui, mais bon, c'était donc autre chose. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est stimulé.